Alors, bonjour tout le monde. Je vais laisser Simon Clément présenter le club. Simon, c'est le directeur associé pour Lavery à Québec. Et ensuite, je vais présenter l'équipe de la Banque nationale. Alors, Simon, à toi. Merci, Bram. Alors, bonjour tout le monde. Simon Clément, je suis l'associé directeur du bureau de Québec de Lavery, avocat. Alors, je suis membre du club depuis 2009, non 2012. Alors, Bram a fondé le club, comme vous le savez, en 2009. Québec, on a ouvert un club en 2012. J'ai le plaisir d'être le président du club depuis cette date. Depuis que je suis membre du club, on a réussi à faire des galas, on a réussi à faire des forums, on a réussi à faire beaucoup de rencontres. Vous le savez, on évolue avec les temps. Alors, initialement, et on pense y revenir, c'était des rencontres mensuelles dans lesquelles on avait l'occasion de voir les gens en personne et présenter des produits comme il sera fait aujourd'hui, avec la belle présentation sur l'optimisation du fonds de roulement. On faisait 100 personnes. On évoluait avec des webinaires ou des conférences virtuelles. La première conférence virtuelle a été donnée il y a plus d'1 an. J'ai eu le plaisir de la donner avec mon associé Yves Rochelot, qui est le membre du club M&A de Trois-Rivières. Alors, avec la pandémie, Trois-Rivières et Québec, on s'est mis ensemble. On va également faire des efforts pour développer le secteur de Sherbrooke, car nous avons un bureau à Sherbrooke aussi. Alors, le club, pour que vous le sachiez, là, il y a plusieurs événements mensuels. Donc, les webinaires, aujourd'hui, c'est le 79e webinaire, ou je ne sais pas, conférence virtuelle, si on veut l'appeler ainsi, là, mais c'est la 79e en 52 semaines ou plus ou moins. Alors, c'est très bon. Il y a beaucoup d'informations qui circulent, beaucoup de conférences avec des sujets très intéressants et très d'actualité. On s'est adapté à une nouvelle réalité. On fait ça par électronique et c'est très efficace. Alors, je remercie évidemment Bram et Laurine pour toute l'organisation et les suivis. Vous avez la possibilité de voir beaucoup de sujets, de partager différents sujets avec différentes parties du Canada aussi, puisque le club a des chapitres, si on peut dire, de l'Est en Ouest. On a à Vancouver, il y en a à Toronto. Donc, c'est possible d'avoir des contacts avec plusieurs personnes. Aussi, pour les membres, il est possible de voir toutes les différentes transactions qui sont offertes, donc les ventes, achats, financements. Donc, pour moi, personnellement, c'était un excellent outil de réseautage et également un excellent outil de développement des affaires. Alors, c'est un plaisir de faire partie du Club M&A. C'est un plaisir également d'accueillir des conférenciers de qualité comme on a aujourd'hui. Puis je vous remercie déjà pour votre présentation et vos efforts. Alors, je laisse Bram continuer. Merci, Simon. Alors, merci à la Banque nationale pour leur implication aujourd'hui et la présentation. Ils l'ont fait déjà en anglais. Je vais présenter d'abord Stéphane Bourgeois qui occupe depuis 2019 le poste directeur transfert d'entreprise pour tout le Canada, comme j'ai dit. A pour principale fonction l'accompagnement des clients commerciaux lors de la transition de leur entreprise aux membres de leur famille, aux membres de la direction ou à des intérêts externes. Depuis peu de temps au sein de l'équipe de la Banque nationale, il compte plus de 25 années d'expérience dans le milieu bancaire, mais également à titre de gestionnaire dans le secteur privé, ayant été propriétaire de son propre entreprise. Alors, il me fait plaisir de présenter Stéphane et son équipe. Merci Bram pour la présentation. Mais je vais y aller immédiatement avec les présentations de l'équipe. Aujourd'hui, donc, l'équipe transfert, on fait une collaboration avec l'équipe affacturage. Donc, Christian et Yann seront mes collaborateurs aujourd'hui au niveau de la présentation. Mais Christine est également avec nous aujourd'hui. Peut-être, Christine, je te passerai la parole en premier, que tu puisses te présenter, puis que Christian et Yann fassent la suite et qu'on passe au vif du sujet. Donc, Christine, je te cède la parole. Merci beaucoup et merci pour l'invitation. Je suis vraiment très heureuse de participer à cette réunion aujourd'hui. Je suis effectivement donc Christine Chartier, arrivée à peu près au même moment que Stéphane à la banque en 2019. J'ai pris la responsabilité de toute l'équipe affacturage
au sein de la Banque nationale. Mais après avoir passé effectivement plus de 20 ans chez BNP Paribas dans ce milieu de la facturage. Donc, j'ai toujours œuvré dans ce domaine-là, que ce soit en France, au Canada ou pour structurer des opérations internationales. Et je suis vraiment très heureuse qu'aujourd'hui, on ait l'opportunité de démontrer toute la plus-value de ce produit d'affacturage comme levier de financement. Et je vais avec brio laisser mes deux collaborateurs expliquer plus en détail comment cet outil de l'affacturage peut être vraiment intéressant pour les transactions d'acquisition. Voilà, bonne présentation. Merci, Christine. Christian, je te cède le micro pour une brève présentation de toi-même. Bonjour, alors Christian Turenne, directeur développement des affaires à la division de financement de la chaîne d'approvisionnement. J'ai déjà été ici dans le passé, j'ai quitté la banque, je suis revenu à la division il y a maintenant plus d'1 an, avec la pandémie, disons, et je retrouve donc le financement de la chaîne d'approvisionnement et tout l'élan que nous avons en ce moment. Voilà. Merci, Christian. Yann, de ton côté? Oui, donc moi, c'est Yann, également au développement des affaires dans le service du financement de la chaîne d'approvisionnement. J'ai une quinzaine d'années d'expérience dans le financement, tout d'abord en France, où j'ai œuvré au contact d'entreprises pour tout type de financement, d'acquisition, d'affacturage ou d'acquisition de matériel. Je suis au Québec depuis maintenant un peu plus de 3 ans et depuis 2 ans dans l'équipe d'affacturage, avec grand plaisir. Et donc, je suis content d'être là aujourd'hui avec vous. Merci, Yann. Donc, Christian, on peut passer à la présentation. Donc, comme le disait Laurine tantôt, vous n'hésitez pas, hein? On veut créer de l'animation. Donc, en tout temps, vous avez une question, vous levez la main, vous la posez vous l'écrivez dans le chat. Votre participation est importante. Durant la rencontre, Christian et Yann vont vous présenter des modélisations. Si vous avez des questions, si vous voulez faire des tests de modélisation avec des critères, des paramètres qui sont différents, je suis sûr que mes amis Christian et Yann vont se faire un plaisir de vous montrer ce que ça peut donner de jouer avec les différents paramètres. L'objectif aujourd'hui, c'est de vous présenter une approche qui est un petit peu différente de ce que l'on voit habituellement. Donc, n'hésitez pas à participer avec nous. On veut échanger avec vous aujourd'hui. Donc, avant de passer au vif du sujet, présenter rapidement l'équipe transfert d'entreprise, de comment c'est structuré le tout. Donc, effectivement, bon, l'équipe transfert existe depuis 2005 déjà. Ça fait déjà 16 ans. Donc, il y a un département qui est dédié exclusivement au transfert d'entreprise. On couvre principalement l'équipe transfert, on couvre le marché commercial industriel. On a une personne attitrée au niveau agricole à temps plein pour le Québec et le Canada. On a également des équipes spécialisées à la banque qui nous accompagnent là, dans les différentes transactions, que ce soit au niveau de la TI, que ce soit au niveau de santé, pharmacie et industrie créative, là, que je viens de me rendre compte, j'ai oublié d'ajouter dans notre groupe. Donc, on a 4 équipes spécialisées. Donc, à travers le temps, bon, on a quoi? Plus de 1700 transactions maintenant de réaliser à la banque. Bon an, mal an, là, on fait environ 500 millions de financement transfert à la Banque nationale. Donc, 6 personnes dédiées aujourd'hui. Notre équipe, dans le fond, on a deux orientations bien spécifiques. Dans un premier temps, bien sûr, travailler sur les solutions de financement, ce qu'on va vous présenter aujourd'hui, une des solutions un petit peu différentes qui est possible de mettre en place. Donc, on accompagne autant l'équipe de vente de la Banque nationale que nos clients dans leur réflexion transactionnelle. Et il y a également là, tout le côté là, expert conseil où on accompagne nos clients, qu'ils soient des cédants, qu'ils soient des repreneurs. Donc, on les accompagne dans leur processus de réflexion. On n'est pas les spécialistes spécifiques dans tous les domaines. Par contre, on a une bonne compréhension des dynamiques transactionnelles, ce qui nous amène à travailler là, régulièrement avec les comptables, avec les juristes, avec des fiscalistes, avec des évaluateurs d'entreprise, avec les différents conseillers qui sont en mesure d'encadrer les transactions.
Donc, c'est un petit peu ça notre rôle, être un grand chef d'orchestre pour nos clients cédants et repreneurs. Et sans plus tarder, on va aller dans le vif du sujet. Christian, Yann, je vous cède la parole que vous puissiez nous lancer sur votre projet, messieurs. Mais merci Stéphane. Bonjour tout le monde. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Je vais donc commencer cette présentation et mon collègue Yann va ensuite en faire une autre partie. Alors peut-être d'abord, juste faire un petit rappel ou une introduction ce que c'est la division de financement de la chaîne d'approvisionnement à la Banque nationale. D'abord, c'est rien de nouveau. Ça fait, comme vous voyez, 30 ans là, à peu près qu'on évolue là-dedans. Ça a commencé petit et avec le temps, ça a pris beaucoup d'ampleur. Aussi avec le déploiement de divers produits au fil des années spécialisés. Donc, on a une très bonne expérience là-dedans. On est une équipe complètement intégrée, que ce soit le développement des affaires, dont moi et Yann faisons partie, structurer les dossiers, faire autoriser et aussi tout le back-office, toutes les opérations, donc, que ce soit débourser des prêts ou la collection. Tout ça est intégré dans une équipe là, où toute l'expertise est ensemble, sous la direction de Christine qui s'est présentée tout à l'heure. Donc, on est aussi en fait, la seule banque, on peut le dire comme ça, c'est la seule banque canadienne qui est membre de la chaîne FCI. FCI, c'est un regroupement de facteurs à travers le monde, donc plus de 400 membres dans 90 pays et plus. Donc, c'est un très gros groupe. On retrouve la moitié des membres qui sont des banques, des institutions financières d'envergure. On y retrouve la BNP, on y retrouve Standard Chartered, etc. Et aussi 50% qui sont plutôt des pure factors. Donc, c'est un gros groupe dans lequel nous sommes membres. Selon leur dernier sondage, d'ailleurs, ils en font un par année. Nous avions une très bonne part de marché au Canada. Nos limites d'affacturage, oui, vont jusqu'à 300 millions, mais commencent aussi petit que 1 million. Donc, on est très diversifié en termes de clientèle. Ça peut être de la petite entreprise jusqu'à de la très grande, c'est-à-dire publique. Donc, on va voir dans peu de temps là, qui est attiré par quoi dans ces produits-là, mais ça englobe tout ça. Nos transactions, donc, il n'y a pas si longtemps, on avait effectivement un programme de plus de 300 millions. Tout ça aussi est offert par notre plateforme web. Donc, on a développé une plateforme qui est disponible pour nos clients. Et bien sûr, une tarification compétitive, puisque si on veut être leader au Canada avec une bonne part de marché, ça prend ça, évidemment. Donc, il y a deux grandes familles de produits dans notre division, qui est l'affacturage standard, donc l'achat de comptes recevables, et l'affacturage inversé. Aujourd'hui, nous allons uniquement nous pencher sur l'affacturage standard, qui est le produit qui a un impact donc, sur les M&A qu'on verra tout à l'heure, qui peut en avoir un. On va regarder ça ensemble dans pas longtemps. Donc, juste un petit rappel sur l'affacturage standard, qui est un produit simple en soi. Le vendeur, donc notre client, lui, continue à faire ses affaires comme d'habitude. Il va vendre ses biens ou services à des acheteurs. La différence, c'est que quand un programme est en place, simultanément, au moment où il émet sa facture à un acheteur, il va nous la vendre, il va nous la céder. Et nous allons immédiatement la monnayer à notre client. Donc, on va payer la valeur de la facture à notre client, le vendeur ici. Et nous allons attendre l'échéance pour collecter son acheteur. Donc, c'est un produit, comme je vous dis, qui est simple en soi. Comme d'habitude, donc le diable est dans les détails, mais le produit de base est une proposition qui est assez simple. Un point qui est important ici, d'abord, on peut acheter jusqu'à 100% de la valeur de la facture selon les dossiers. Ça peut être moins, naturellement. On va se situer, nous, à la Banque nationale, dans une fourchette généralement de 90 à 100% selon les dossiers. On n'ira pas dans le détail là, sur qu'est-ce qui va amener le pourcentage, mais c'est notre fourchette. Et l'autre chose qui est importante aussi de souligner, c'est que nos offres de facturage sont sans recours. Ça, c'est un mot-clé ici, parce que le risque acheteur devient le nôtre. On se garde un recours pour les risques de performance, c'est normal. Il faut que la facture soit bien due et payable. Mais sinon, tout ce qui touche le crédit de l'acheteur, son incapacité de payer, etc., devient le problème, ou du moins devient notre risque. Ce qui fait que notre proposition est du financement, on va appeler ça hors bilan ou déconsolidant. On n'ajoute pas de la dette ici dans les livres du client. On ne fait pas un financement sur des actifs, on les achète.
Donc, on les sort du livre du client. Donc, il y a une grosse nuance ici à faire. C'est clair qu'on peut apporter des liquidités, on va le voir dans un instant, sans rajouter de levier chez nos clients. Donc, ça, c'est un concept qui est quand même clé. À qui s'adresse ce type de programme-là qu'on appelle ici déconsolidant, c'est-à-dire hors bilan? Donc, on achète le recevable, on le sort du bilan, c'est d'où la terminologie ici, déconsolidant. Il y a deux grandes raisons, disons, principales qui vont amener les clients chez nous. Oui. Christian, tu me permets, juste avant que Oui, Stéphane. tu embarques sur cette diapositive-là, j'ai une question. Est-ce qu'il faut être client de la banque pour pouvoir utiliser ou avoir accès à la facturage? Non. Alors, c'est une bonne question, effectivement. Ce n'est pas réservé aux clients existants de la Banque nationale. Il y a peu de banques qui offrent ce service-là au Canada, honnêtement. Du moins à grande échelle comme nous. Il y en a peut-être qui font aussi des opérations ponctuelles, mais à grande échelle, on est à peu près le seul. Ce qui fait qu'on offre le produit à toute la clientèle, qu'ils soient clients de la Banque nationale ou non. Et ce, quelle que soit la taille de l'entreprise. C'est-à-dire qu'effectivement, les grands groupes, souvent, ont d'autres banques et on n'intervient que pour la facturage, mais ça peut être le cas aussi pour des plus petites entreprises où on ne va faire que la facturage et laisser la marge de crédit à l'autre banque. Tout à fait. Merci, Christian. Bienvenue. Donc, j'allais dire les deux grands, disons, besoins qui sont recherchés par nos clients en faisant ce type de programme-là, donc de facturage déconsolidant. Un, obtenir des liquidités additionnelles, naturellement. Et deux, c'est améliorer la présentation des états financiers. Donc, on a des clients qui, en fait, viennent nous voir strictement pour les liquidités. D'autres viennent voir strictement pour l'aspect présentation de leur état financier. Mais dans les deux cas, tous les clients bénéficient des deux. C'est-à-dire qu'ils vont avoir plus de liquidités et ils vont avoir une amélioration de la présentation des états financiers. Pourquoi? Bien, parce qu'en achetant les recevables, on va libérer les liquidités qui sont qui sont dans les comptes recevables, qui peuvent représenter des sommes assez importantes. Les recevables vont être collectés à échéance, c'est sûr, là, que ce soit 30, 60 ou 90 jours, mais on va en émettre d'autres. Donc, ce montant-là est toujours là, gelé en compte recevable. Et il peut être intéressant de le réduire, donc de prendre cet argent-là et de faire autre chose avec. Si on a 20 millions de recevables en tout temps, mais qu'on réduit cette masse-là à 10 millions en mettant un programme en place, bien, le montant de recevables qui sera toujours là en compte recevable va couper de moitié. Donc, les liquidités qui sont libérées après peuvent servir à plusieurs choses. C'est clair que si ces liquidités-là sont utilisées, de l'autre côté du bilan, c'est-à-dire sur les passifs, et qu'on réduit certains passifs, bien, il va y avoir des impacts immédiats là, sur les ratios financiers, naturellement. Donc, ce qu'on voit au deuxième point ici, c'est que ça permet naturellement d'améliorer le ratio de rotation des comptes recevables, puisqu'on les réduit d'emblée, mais en réduisant aussi des passifs avec cet argent-là, bien, on va impacter d'autres ratios, comme celui du fonds de roulement, qui se retrouve immédiatement amélioré, mais aussi des ratios d'endettement. Si on va repayer de la dette avec cet argent-là, que ce soit la marge de crédit ou des dettes à terme, bien, on va avoir une amélioration de ratio de dette portant intérêt sur bailleur, par exemple, ou de dette totale sur valeur nette tangible. Tout ça peut donc avoir un impact sur le bilan en soi. Le but de ces opérations-là, c'est d'optimiser les besoins de fonds de roulement, le cycle d'encaisse. Ça, c'est vraiment le nerf de ce qu'on fait. Le cycle d'encaisse, comme on l'a ici résumé, c'est composé de trois choses: la rotation des inventaires, celle des stocks et celle des payables. Donc, c'est la différence entre le temps que ça prend entre le moment où j'ai payé un fournisseur et le moment où je vais collecter mon argent. Entre ça, il y a eu les travaux en cours, donc la rotation des stocks, et finalement, les délais qu'on accorde à nos acheteurs. Puis c'est clair que d'accorder du terme à nos acheteurs, c'est un outil marketing. Il faut se poser la question, si on peut obtenir plus de ventes en offrant un meilleur terme, mais qu'on ne veut pas le faire parce qu'il faut supporter les liquidités ou prendre le risque, carrément, bien en mettant un programme en place, on élimine ces deux obstacles-là. Donc, on peut aller chercher plus de ventes. Cependant, les termes deviennent plus longs, d'où l'intérêt à travers le programme de diminuer cette rotation-là.
Donc, en diminuant le ratio qu'on a mis ici sous DSO, on vient réduire le cycle d'encaisse, donc la pression, si vous voulez, le taux entre le moment où on paie un payable, et le moment où on va obtenir notre argent. Donc, la solution, en gros, c'est ça, c'est d'optimiser son cycle d'encaisse. Puis là, ce n'est pas à l'ordre du jour, mais on peut le faire aussi de l'autre côté, c'est-à-dire en donnant plus de termes de paiement. Ça, c'est de la facturage inversé, mais ce n'est pas le but de la discussion aujourd'hui. Donc, la solution permet de conserver certaines conditions avantageuses si un client a une grille de taux qui est basée sur des ratios d'endettement, ce qu'on peut voir assez régulièrement d'ailleurs, que ce soit à travers un syndicat ou même un club deal ou carrément votre institution financière, bien, en améliorant certains ratios de notre bilan, en monnayant ces recevables-là, on peut se retrouver sur une grille, sur une limite plus avantageuse de notre grille de taux. Du coup, obtenir un meilleur taux de financement sur le champ. C'est sûr qu'avec les liquidités aussi, c'est peut-être pas mentionné ici, mais je prends une parenthèse, on peut payer nos fournisseurs plus rapidement aussi et peut-être obtenir des rabais de paiement rapide des fournisseurs, ce qui peut payer le programme en soi. Donc, la solution va améliorer la présentation de certains aspects du bilan, comme je l'ai mentionné. Ça peut avoir un impact à la fin sur directement la cote de crédit qui est développée au sein de votre institution financière, qui, elle, est basée sur ces ratios-là. Donc, ce faisant, si en monnayant des recevables, on améliore certains ratios qui fait qu'on améliore notre cote, bien, on peut obtenir aussi un financement à meilleur coût. C'est tout comme une chaîne qui se met en branle en faisant ça. On le sait, les liquidités sont rois. Donc, plus on en a, mieux c'est. Et le fait d'en avoir beaucoup immobilisé en compte recevable ça peut être détrimental. Quand tu dis des recevables, ce que tu viens mentionner, c'est qu'on n'est pas obligé de prendre l'ensemble des recevables dans un processus d'affacturage. Je pourrais décider de prendre 2, 3, 4, 5 clients stratégiques avec lesquels j'ai des durées plus longues, puis décider de monnayer ces recevables-là, puis les transformer en argent liquide. C'est ce que je comprends, là. Mais c'est exactement ça, Stéphane. Puis c'est important de le souligner, les programmes sont à la carte. Donc, nous, on n'est pas là pour acheter tous les recevables, tout le portefeuille. Généralement, de toute façon, ce n'est pas nécessaire. Il y a souvent la loi du 20-80 où 20 de nos clients vont représenter un bon pourcentage des recevables qui sont justement immobilisés, là. Alors, on va se concentrer souvent sur ceux-là. Parfois, un client va être fortement concentré sur un acheteur. Donc, ça devient une bonne gestion d'en vendre de ces recevables-là pour ne pas être trop concentré ou du moins exposé à ce risque-là. Alors, il y a différentes raisons qui vont amener à choisir quels acheteurs seront sur le programme, mais tout ça est effectivement négociable. Donc, c'est sur mesure à ce niveau-là. Si je peux me permettre de rajouter, effectivement, il y a une règle qui est importante dans notre métier, c'est ce qu'on appelle l'unicité du débiteur ou de l'acheteur. Donc, effectivement, c'est là où l'équipe accompagne en fait la structuration des opérations pour identifier les acheteurs qui vont rentrer dans le programme, parce que autant on peut ne pas prendre l'intégralité du portefeuille d'une entreprise, autant à partir du moment où on va sélectionner les acheteurs, on s'attend à ce que l'ensemble des factures soit cédé dans le programme pour éviter la double mobilisation ou en tout cas l'entreprise n'a pas ce loisir de un coup je vais à la banque, un coup je prends la facturage. C'est pour ça qu'au moment de la structuration, c'est tout ça qui est évalué avec l'équipe pour optimiser le financement au niveau du client. Merci, Christine. Donc, effectivement, il y a beaucoup disons que les programmes sont structurés là, selon les besoins du client. On ne l'a pas mentionné, je vais le faire. Les programmes sont souvent d'ailleurs visibles, mais pas nécessairement. Quand j'entends visible, ça veut dire que l'acheteur est avisé de la vente du recevable vers la banque. Parfois, ce n'est pas obligatoire, ça va dépendre des dossiers. Donc, dans certains cas, spécialement avec la grande entreprise, qui sont là plutôt pour les besoins de présentation de leur état financier, il peut y avoir des programmes qui sont sans notification aux acheteurs. Donc, cette chose-là existe. Encore là, c'est une chose qui est négociée là, avec le client selon le dossier.
Qu'est-ce qu'on peut faire aussi avec les liquidités qui sont générées? Bien, ça aussi, c'est un point assez important, c'est payer des dividendes, naturellement. Quand on a des liquidités, si on regarde un budget de caisse et qu'on peut libérer de nos recevables une somme, oui, on peut payer des dettes, mais on peut faire d'autres choses avec. Dans certains cas, même une société mère peut demander à ses filiales, on le voit, on a des clients. D'ailleurs, mon collègue Yann va vous expliquer un petit peu en détail un dossier qui est structuré comme ça. Mais on voit des maisons mères qui vont demander aux filiales, et ça peut être à travers le monde, là, de respecter une rotation de stock et tout ce qui va excéder ça doit être vendu. Donc, il ne veut pas plus que tant de recevables dans les livres. Et l'argent qui est dégagé de ça, de cette façon de gérer les recevables, va être remonté vers la maison mère. Donc, c'est une façon de gérer, si vous voulez, les liquidités qui peuvent être faites à travers ces programmes-là. Christian, j'ai 2 questions pour toi avant que tu passes à la slide suivante. Première des choses, est-ce que ça comprend aussi l'affacturage, le financement de bons de commande? Non, c'est une bonne question dans la mesure où… Non, mais c'est une excellente question. Oui. L'affacturage, la définition de ça, c'est vraiment l'achat du compte recevable. Donc, il doit avoir cet actif-là qui existe. Et généralement, il ne sera pas existé, il n'existera pas, excusez-moi, avant livraison, que ce soit du service ou du bien. Ce qui fait que le bon de commande, ce qui vient avant les travaux en cours, ne sont pas englobés dans ce programme-là. OK. Il y a d'autres programmes qui existent pour ça, par contre. Oui, je veux juste compléter ce que dit Christian. Effectivement, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais le programme appelé de programme de reverse factoring ou d'inversé, qui vient extensionner un peu et travailler sur les financements de comptes fournisseurs, est une partie des réponses concernant ces programmes. OK. C'est pour ça que je vous ai lancé la question, messieurs. La seconde, est-ce qu'il y a des secteurs d'activité qui ne sont pas, acceptés en affacturage, comme par exemple la construction? Oui, ben en fait, l'exemple est bon et on peut dire que c'est peut-être celui qui est le plus, disons, d'emblée, on ne va pas participer dans la mesure où la construction, c'est une spécialisation en soi, où il y a des retenues qui sont là pour de très bonnes raisons, pour justement ajuster certaines choses. Donc, ce n'est pas propice à l'affacturage, la construction, le développement d'immeubles, etc. On n'est pas impliqué dans cette industrie-là. La facturation progressive également, forcément. Quelque chose de compliqué. Oui, mais encore là, il peut y avoir des nuances. Je vous dirais que les autres industries, même la facturation progressive, ça dépend si la facturation peut être progressive, mais chaque facturation est bien due et payable après un terme, sans condition, à ce moment-là, ça peut être regardé. Mais de façon générale, c'est vrai qu'il y a un petit drapeau qui se lève à ce moment-là. Par contre, les autres industries, je vous dirais que c'est beaucoup du cas par cas. Que ce soit du service aussi, soyons clairs qu'il y a beaucoup de services dans ce qu'on fait. Ce n'est pas uniquement des biens, là. Donc, que ce soit du service de placement de personnel ou autre, c'est des clientèles cibles, là. Tout ce qu'on regarde, nous, en fait, bien, pas tout, mais la chose importante qu'on va regarder, c'est ce que j'ai mentionné tout à l'heure, le cycle d'encaisse. Comment il est et comment on peut l'améliorer. C'est vraiment pour ça que les clients viennent nous voir, tout en ayant à l'esprit que, oui, il y a des marges de crédit qui existent, puis de façon générale, ça fonctionne très bien, hein. En Amérique du Nord, les marges de crédit, c'est l'outil numéro 1 pour financer nos actifs à court terme. Mais parfois, on peut avoir atteint des limites d'endettement parce qu'on ne peut pas mettre de la dette, disons, à l'infini dans un bilan. Et une compagnie peut continuer à croître et avoir besoin de plus de liquidité. Ce qui fait qu'il peut avoir un frein tout simplement parce que la marge vient d'être augmentée. On reçoit un nouveau contrat. Qu'est-ce que je fais? Ce n'est pas toujours possible d'aller rajouter de la dette. À ce moment-là, on est vraiment une bonne solution. On ne met pas plus de dette dans les livres. On part avec le recevable puis on le monnaie sur le champ. Donc, gardons ça à l'esprit. Lorsqu'une banque a atteint un peu son niveau d'endettement, et ça ne veut pas dire que la compagnie est en mauvaise posture, loin de là. C'est simplement qu'un bilan doit respecter certains ratios. Et quand on a atteint ces limites d'endettement-là, il faut trouver d'autres solutions là, pour continuer à croître. Oui, ça peut être de l'équité, mais on s'entend que l'équité, c'est la solution la plus dispendieuse qui existe. Donc, avant d'aller là, on a peut-être, nous, une solution pas nécessairement conventionnelle, mais qui l'est de plus en plus, pour aller chercher des liquidités additionnelles. Ce qui m'amène le dernier point ici, qui cadre bien avec le forum aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on peut faire aussi avec cette liquidité
qui est généré lors de la vente d'un bloc de recevables, ben, c'est rembourser de la dette, naturellement, on l'a mentionné, mais ça peut être aussi de la dette dans le cas d'un leverage buyout, donc lors d'une transaction d'acquisition. Je vais passer à la cétate suivante, pardon, pour élaborer là-dessus, mais je vais passer la parole à mon collègue Yann qui va continuer à partir de ça. Merci Christian. Effectivement, l'enchaînement est bon pour aller vers qu'est-ce qui nous amène aujourd'hui à être présent devant vous et pendant le club de M&A. C'est effectivement en quoi aujourd'hui l'affacturage et un leverage buyout font bon ménage, en quoi ça se complète et ça peut se compléter vraiment dans de bonnes dispositions. Alors, on s'aperçoit effectivement que l'affacturage dit déconsolidant est de plus en plus recouru dans les opérations de LBO. Effectivement, ça peut faire partie de la structuration des discussions préalables, tant d'un point de vue d'un acheteur potentiel d'une entreprise qui, à l'analyse de l'entreprise cible, va découvrir un bloc d'acheteurs, un poste client, voilà, sur lequel il va peut-être se poser des questions, peut-être qu'il les connaît, peut-être qu'il ne les connaît pas, mais en tout cas, ça peut être pour lui une source d'argent rapide, mais ça peut aussi être le point de vue du chef d'entreprise vendeur de son entreprise qui veut pouvoir présenter son entreprise sous un jour différent, avec peut-être des ratios, comme l'a expliqué Christian, différents, d'endettement un peu plus bas, avec effectivement peut-être plus d'encaisse, avec un délai de rotation des stocks plus court. Donc, on peut se positionner un peu de ces deux points de vue-là pour expliquer en quoi l'affacturage, ça peut être très pertinent dans une opération d'acquisition-transfert. Parce qu'effectivement, comme c'est expliqué dans le point 1, ça va permettre aussi de sécuriser les partenaires investisseurs à l'acquisition parce que le contrat d'affacturage va venir aussi sécuriser le poste client dans le sens où on va généralement passer par des assureurs pour venir assurer potentiellement le portefeuille. Donc, ça peut aussi sécuriser l'investisseur qui va dire au moins je sais que cet actif-là, il est sécurisé, il est géré, il est visualisé, il est pris en main d'une certaine façon. Et donc, effectivement, aussi toujours, et ça je l'expliquerai dans le tableau que je vais vous montrer sur la dia d'après, en quoi l'impact sur les états financiers peut être quand même assez majeur. Donc, effectivement, comme le poste client est un actif, donc c'est un élément aussi de la valeur globale de l'opération. Et c'est d'ailleurs un élément qui est valorisé par le vendeur de l'entreprise. Ça fait partie des actifs de l'entreprise quand l'entreprise est cédée. Donc, c'est important de le sécuriser et d'avoir une vue claire de qui sont ces acheteurs, comment ils payent, est-ce que j'ai de l'assurance, est-ce que j'en ai pas, et puis en quoi nous, on peut venir derrière pousser, aider à la structuration lors de la mise en place des financements d'acquisition. Donc, effectivement, on a aussi tout l'accompagnement qui vient avec de la collection. On va regarder la collection de ces recevables. On va essayer de faire réduire les délais aussi de perception avec les acheteurs. Si le programme est visible et que vous voulez qu'on charge de la collection, on le fera. C'est quelque chose qu'on offre aussi également. Et on veut éviter effectivement les retards et voire les impayés ultimement, bien évidemment. Donc, dans un plan de reprise par LBO, l'endettement peut monter très vite, les ratios qu'a expliqué Christian tout à l'heure. Et comme on est dit, financement hors bilan, effectivement, on va venir mettre un peu moins de pression sur les ratios, mettre un peu moins d'endettement globaux dans les livres, tant dans un endettement typique de l'entreprise, comme dans une relation mère-fille avec un endettement consolidé qu'on va regarder aussi dans une opération de LBO. Et nous, on va être en arrière de ça pour venir aider, pour venir soulager, et c'est vraiment l'intérêt premier, je dirais, de l'affacturage dans des opérations de LBO. Parce qu'on va pouvoir dégager des liquidités. Et si je reprends mon exemple de tout à l'heure, de la personne qui regarde une entreprise potentiellement à acheter, qui a un poste client intéressant, si elle peut être un peu courte en apport, en mise de fonds pour l'acquisition de l'entreprise, on sait là déjà qu'il y a de l'argent qui dort et qui peut rapidement être remonté dans une holding, dans une maison mère, rapidement à la suite à l'acquisition par le biais de l'affacturage, parce que nous, on va arriver, on va acheter les recevables, on va mettre de l'encaisse dans les livres de l'entreprise. Cette encaisse peut être utilisée pour énormément de choses, dont notamment être remontée directement pour des remboursements de dettes seniors. Donc, on va regarder le tableau d'après, qui donc est un tableau un peu schématisant des états financiers. Je transfère. Ouais. Voilà. Pardon. Merci, Christian.
Donc, on a ici deux tableaux qui vont expliquer, voilà, quand je parle d'impact sur les ratios financiers, de quoi je parle. On a à gauche le bilan d'une entreprise que je connais bien, qui est une entreprise de notre portefeuille. C'est le bilan avant opération. Donc, c'est un bilan assez standard. On a 7 millions de comptes clients, à peu près 3,5 millions de marge de crédit utilisées. On a des comptes fournisseurs, on a un peu de dette long terme. C'est quelque chose d'assez normal. Et cette entreprise fait 60 millions de ventes. Et donc, un BAYA à peu près 1,7 million. Et on a les ratios qui sont là. Donc, le dette porteur intérêt sur BAYA ressort à 4,29. Le ratio dette sur équité ressort à 2,21. Le ratio fonds de roulement à 1,28, ce qui sont des bons ratios. Le ratio DPI BAYA peut être un petit peu élevé dans le cas de cette entreprise. Et puis, on a les ratios de rotation qui sont calculés aussi de comptes clients, de stock et de comptes fournisseurs. Donc, dans notre tableau de droite, je dis, voilà, si moi j'arrive avec mon contrat d'affacturage et que j'achète 3 millions de recevables, alors qu'est-ce qui se passe? Donc, comme on peut voir, le compte client, du coup, lui, il diminue, il passe de 7 millions à 4 millions, c'est normal. Les 3 millions viennent rembourser la marge de crédit, donc marquée emprunt bancaire, donc on passe de 3 millions à 500 000. Voilà les impacts sur ce scénario au niveau des états financiers, mais quels sont les impacts sur les ratios? Comme on peut voir, le ratio DPI BAYA baisse à 2,57, le ratio dette sur équité baisse également à 1,79 et le ratio de fonds de roulement s'améliore encore un peu plus à 1,37. Et aussi, on voit le ratio de rotation de compte client qui passe de 42-43 jours à 24 jours. Donc, ça, c'est un exemple, c'est sûr. Je vais vous donner, si on avait acheté 4 millions de comptes recevables, qu'est-ce qui serait passé? L'emprunt bancaire serait passé à zéro et on aurait eu 500 000 $ supplémentaires en encaisse. Donc, voilà ce qui se passe dans les livres, voilà ce qui se passe techniquement dans les états financiers d'un point de vue comptable par le biais d'un contrat d'affacturage. C'est le Si genre je de. peux. Vas-y, Vas-y, Stéphane. OK, ben, ce que je voulais dire, dans le fond, c'est le genre d'exemple où si vous avez des ratios à respecter comme entreprise, post-transaction, tu le mets là, si mon maximum de DPI BAYA a supporté à 3,5, puis je suis à 4,29, mais je vais effectivement devoir trouver une façon de le réduire pour respecter mes ratios de fin d'année. Dans certaines situations, je peux également avoir une tarification de mon financement qui est fonction de certains ratios. Ça peut être le DPI BAYA, ça peut être le CCF. Donc, nos critères ici peuvent venir nous aider non seulement à améliorer la structure de notre bilan, mais pourraient peut-être aussi nous aider à venir réduire notre tarification globale sur notre financement actuel. Excellent point. Puis, je voulais juste ajouter, des clients viennent nous voir, ils font ça régulièrement justement pour cet aspect-là. D'avoir une présentation améliorée en termes de bilan. Mais il faut garder à l'esprit que cette chose-là peut être faite lors d'une acquisition. Donc, si le programme est mis en place en même temps que les autres composantes du programme d'acquisition, bien, au moment où on achète l'entreprise, on peut immédiatement monnayer un bloc de recevables sur le champ et avec ça, réduire la dette qui est nécessaire lors de ce closing, je cherche, excusez-moi mon mot en français, de cette acquisition. Oui. J'ai une question rapide de Christian Yann qui vient par rapport à l'achat des recevables. Est-ce que c'est nécessaire que ces recevables-là soient assurés pour pouvoir en faire l'acquisition de votre côté? Ce n'est pas nécessaire, ça va être une décision qu'on va prendre selon le risque acheteur. Donc, c'est notre risque, hein? Donc, on le prend le risque. Après ça, nous, dans bien des cas, effectivement, on va mitiger ce risque-là en utilisant nos polices d'assurance. Parfois, nos clients ont une police d'assurance ou en veulent une. Donc, à ce moment-là, on va l'utiliser. On va être une entente à 3 qu'on appelle tripartite. Mais sinon, on a nos propres polices aussi. Donc, la décision va se prendre là, ici, si on a besoin de faire assurer ça ou non. C'est ça, mais en tout état de cause, en fin de compte, dans la structuration de l'opération, comme on le disait précédemment, c'est sans recours. Donc, de toute façon, nous, on va assurer, que ce soit avec notre assurance crédit ou sur nos propres livres, mais on donne la garantie des recevables qu'on achète. Exact. C'est vraiment une vente d'actifs qui est associée avec de la garantie et du service.
donc, on va pouvoir regarder un exemple aussi concret qui existe dans notre portefeuille, qui fait intervenir une maison mère, qui fait intervenir un fonds de private equity. Donc, pour le contexte, on se situe dans un groupe qui produit une matière transformée, qui est utilisée dans énormément d'industries différentes, qui va de la peinture, comme je l'ai marqué, énergie, aux crèmes solaires, enfin, ça va dans énormément de domaines. Donc, en 2016, nous avons un fonds de private equity qui, en Europe, a acquis une maison mère. Qui travaillait déjà sur ce produit et qui détenait déjà plusieurs filiales à travers le monde. Donc, suite à ça, la maison mère a continué des acquisitions d'entreprises stratégiques et notamment une au Canada, donc début 2019, afin de devenir leader mondial sur ce marché là, très spécifique. Donc, suite à ça, le groupe possède une entente dite de cash pooling. Alors, c'est quoi une entente de cash pooling? C'est un système qui permet en gros de centraliser la trésorerie d'un même groupe au sein de la maison mère par le biais de remontées d'argent. C'est des ententes signées entre les filiales et la maison mère. Et donc, la vente de comptes recevables pour l'ensemble des filiales à travers le monde, parce que cette entreprise a des filiales en Asie, en Europe. Elle en avait déjà une aux États-Unis avant l'acquisition de celle du Canada, mais n'avait pas celle du Canada. Et donc, effectivement, la vente des recevables, c'est la principale méthode utilisée pour remonter l'argent, pour remonter les liquidités dans la maison mère. Et avec ces liquidités, avoir de multiples usages, comme je vais le reprendre après. Donc, nous, qu'est-ce qu'on a fait quand on a rencontré cette entreprise? On a mis en place une ligne d'affacturage de 15 millions utilisée par l'entité américaine et l'entreprise canadienne pour monétiser les comptes recevables et donc remonter cet argent dans la maison mère qui, elle, du coup, peut continuer l'expansion du groupe aussi en acquérant d'autres entreprises éventuellement du même domaine. Elle peut rembourser des dettes, parce que la dette d'acquisition de cette entreprise au Canada doit être remboursée. Donc, effectivement, cet argent permet aussi ça, de faire face au cash flow quotidien durant l'année. Donc, forcément, dans le cadre de ce groupe, qui est un gros groupe qui a été acheté par un fonds de private equity, les ratios financiers sont importants, les ratios consolidés de toute la structure. Donc, encore là, l'affacturage vient soulager l'endettement global de tout le groupe, c'est-à-dire la maison mère et des filiales, parce que chaque filiale possède un contrat d'affacturage dans le pays où ils sont situés. Et donc, effectivement, ça permet ultimement aussi de remonter les dividendes donc, vers la maison mère et éventuellement de la maison mère vers le fonds de private equity et donc vers les actionnaires du fonds de private equity, si on va jusqu'en haut de l'échelle. Donc, c'est ça, l'affacturage est arrivé dans ce groupe-là pour rendre liquide des actifs à court terme immobilisés et pour aussi, comment vous dire ça, pour aussi améliorer des ratios financiers qui, dans des gros groupes comme ça, sont très importants. Donc, on est content de travailler avec cette entreprise et ça marche très bien. On a une très bonne collaboration. C'est encore là un contrat sur mesure. On a défini des paramètres avec eux pour bien travailler, mais ça se passe très bien et vraiment chaque partie trouve son compte. Donc c'est un exemple en quoi ça existe, en quoi l'affacturage aide et peut aider en tout cas. Et on est convaincu que c'est une solution qu'on devrait plus développer aujourd'hui en Amérique du Nord. D'ailleurs, si je peux rajouter, pour avoir travaillé en France et en Europe sur pas mal de ce type de structuration, je dois vous avouer que pour les factors, tous les fonds d'investissement sont les principaux apporteurs d'affaires parce que justement, c'est très, très utilisé en Europe pour utiliser ce levier de l'affacturage pour les structurations. Donc, c'était juste pour corroborer. Là, c'est vrai que c'est justement assez révélateur. C'est un groupe européen qui a dupliqué ce système-là ici au Canada et aux États-Unis. C'est vrai. Si vous me permettez, Yann, suite à notre présentation que nous avons faite à Toronto il y a quelques semaines, un groupe qui était présent, justement un fonds, un equity fund qui était présent là, ont 8 divisions et on a eu une discussion ensemble il y a la semaine dernière. Et effectivement, ils constataient qu'ils avaient des ratios de fonds de roulement de certaines de leurs divisions qui étaient très, très, très élevés, là, 2 et au-delà de 3 dans certains cas. Et ils étaient constamment à la recherche de fonds pour faire d'autres acquisitions.
Et alors que probablement que les fonds nécessaires à faire la prochaine acquisition, là, mais suite à notre présentation, ils se sont rendus compte qu'ils avaient probablement cet argent-là, n'était juste pas en mode cash pour le moment. Ils étaient tout simplement en mode compte à recevoir et ils nous contactaient pour voir si on avait de l'intérêt à faire un financement. Et il est peut-être possible que le financement soit limité parce qu'avec une structure qui pourrait être mise en place de ce type-là, mais c'est des millions qui vont retourner à la maison mère et ils vont pouvoir replanifier au complet tout le planning d'acquisition pour les 2 prochaines années va se refaire à partir des nouveaux cash flows qui vont être apportés par les différentes divisions actuelles, là. Donc, c'est un outil là, qui est merveilleux pour eux, là. Ça va leur coûter beaucoup moins cher faire ce type de refinancement-là que de repartir au marché et de trouver de la nouvelle équité pour être en mesure de faire de mettre la mise en place de leur planning d'acquisition. Tout à fait. Tout à fait. Je vois que j'ai une Exact. question, Yann, Christian, qui vient d'entrer. Quelle est votre appréciation de la valeur des recevables étrangers, donc non Cadena US, dans une structure d'affacturage? Est-ce qu'on peut les considérer? Tout à fait. Tout à fait, sans difficulté. On a des entreprises qui ont des acheteurs à travers le monde. Donc, on est capable d'acheter des factures d'entreprises en Europe, en Amérique du Sud, en Asie. Effectivement, on est capable de le faire. FCI peut d'ailleurs nous aider. Le fait d'être membre de Factor Change International peut, dans des cas, nous permettre de sous-traiter localement la partie assurance, la partie collection avec un acheteur présent dans un pays où on connaît peut-être moins la réglementation. On va pouvoir utiliser notre avantage d'être membre FCI pour aller chercher de l'information et pour pouvoir faire jouer ce réseau-là. Donc, pas de problème. C'est un excellent point, Yann, FCI. On sait parfois, passer une commande, on se comprend bien, mais quand vient le temps de la collecter, parfois, il y a des barrières linguistiques qui s'installent. Alors, certains clients vont être très mal à l'aise d'offrir du compte ouvert dans certains pays, puis c'est dommage parce que parfois, il y a des ventes à faire. FCI permet d'avoir quelqu'un pour collecter sur place. Naturellement, ça peut être de la pure collection ou de la collection est garantie, donc on prend le risque aussi. Ou ça peut être simplement un service de quelqu'un qui, sur place, parle le bon langage, connaît les us et coutumes pour aller récupérer la fameuse facture et son paiement. Donc, ça, c'est un service. Puis, comme on a vu, on parle de 90 pays et plus. Donc, ça ratisse très large. Ça peut être dans des pays très exotiques. Il y a des membres un peu partout. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de facteurs asiatiques qui nous utilisent pour collecter au Canada et aux États-Unis leurs recevables. Donc, ça marche dans les deux sens et c'est vraiment des belles coopérations qu'on a et des relations d'affaires parfois même assez serrées avec certains facteurs partout dans le monde. Et puis, peut-être pour ajouter par rapport à la question des recevables étrangers, effectivement, dans certains pays, les habitudes de paiement sont plus longues qu'en Amérique du Nord. Et nous, avec ce levier qu'on a de l'assurance crédit, pour autant qu'on négocie justement tout ça, se structure aussi avec les polices d'assurance, on est capable de financer au-delà de 90 jours et on peut aller beaucoup plus loin en termes de paiement, ce qui peut, dans certains cas, favoriser les ventes aussi des entreprises à l'export. Tout à fait. On va arriver sur la période des questions, je pense. Stéphane, j'avais une question. Oui, c'est ce que je viens de voir. Vas-y, Brian. Si vous insistez sur de notre sécurité à part les comptes à recevoir comme des garanties personnelles ou les équipements ou des bâtiments pour avoir un autre backup pour votre compte à recevoir. Non, je peux répondre à celle-là. C'est effectivement, nous, on achète un actif qui devient notre propriété et c'est ça qui va nous repayer. Donc, à moins d'une exception extrêmement rare, là, normalement, il n'y a jamais de sûreté additionnelle. On n'ajoute pas de levier dans les livres du client. Là. Justement, le fait de prendre une sûreté additionnelle, Brian, ça pourrait remettre en question notre côté sans recours et dit hors bilan de notre produit. Et puis, ce n'est pas ce qu'on veut. Et en même temps, si vraiment il y a une question à se poser sur la valeur du recevable acheté, la question, c'est plutôt assurance crédit ou pas d'assurance crédit. On travaillera plus avec nos assureurs sur ce fait-là de garantie. En fait.
Oui, d'ailleurs, effectivement, l'expertise au niveau de la déconsolidation est non négligeable parce qu'effectivement, c'est le nerf de la guerre pour que toutes ces optimisations puissent fonctionner. Et on est capable de travailler aussi bien en IFRS qu'en US GAAP, qu'en Canadian GAAP, parce qu'on a développé cette expertise au fur et à mesure des années. Et on s'assure avant de lancer la transaction et de faire les débourser, d'avoir bien en amont la validation des auditeurs pour qu'il n'y ait aucun sujet de rectification au moment des bilans des entreprises. Donc, ça, c'est un élément très important et qui est complètement pris en compte et validé avec les auditeurs de nos clients. Est-ce que j'ai bien compris que la plupart de l'industrie donne jusqu'à 85% sur preuve de livraison, je pense, et vous autres, vous donnez jusqu'à 100% tout de suite ou après Absolument, preuve de oui. livraison? Tout à fait. Selon les dossiers, oui, absolument. On peut. Bon, ensuite, je présume qu'il y a un historique, qu'il y a un rating de crédit pour tous les clients. Alors, si la facture est pour 100 000 et vous voulez aller jusqu'à, mettons, 80 000, alors vous allez collecter les 100 000, mais vous n'êtes pas responsable pour l'autre 20 000, c'est ça? Ça dépend des dossiers. Est-ce que vous voulez dire, est-ce qu'on a un recours envers notre client pour le 20 000? Bien, je ne sais pas si lui veut expédier 100 000 et vous voulez dire, non, pour nous autres, on peut aller jusqu'à 80 000 seulement. Ah oui, oui, effectivement. Oui, c'est bon point, Abraham. Effectivement, il y a une limite qui est mise sur chaque acheteur. Tout à fait. Donc, par exemple, acheteur X, 100 000, acheteur Y, 500 000, etc. Ça, c'est la limite où nous, on peut aller, ce qui n'empêche pas notre client de vendre plus, là. Il peut vendre 5 fois la limite, mais nous, on va acheter simplement, on va s'arrêter à la limite qui a été négociée ensemble. Est-ce que vous allez collecter quand même le 100 000 sur l'exemple? Oui. Oui, Alors, on collectera le 100 000, on remboursera l'avance qu'on a faite et on rendra la différence à notre client. Bon, et c'est sûr que vos tarifs seront sur le 80 000 et non pas sur le 100 000. Tout à fait. Exact. Tout à fait, Brian. Bien Et sûr. c'est vrai que quand on est dans des montages déconsolidants, en fait, ce que regardent justement les auditeurs, hein, c'est cet aspect-là, c'est que comme c'est une vente d'actifs, il faut qu'on soit le plus proche possible de la valeur réelle du recevable dans l'achat pour que ce soit déconsolidant. Donc, c'est très rare qu'on soit qu'à 80% dans des montages comme ça, parce que ça voudrait dire que la dilution, ou en tout cas la valeur finale du recevable, n'est que 80%. Donc, sur des montages, comme on vient de les expliquer aujourd'hui, on va plutôt être à 90, 95 même, je dirais, parce que c'est souvent ce qui est requis par les auditeurs. Donc, on va plutôt toper le 100%. Le 80%, c'est plus pour des montages standards, classiques d'affacturage, où on peut effectivement financer un peu moins. Mais la règle, dans tout ce qu'on a présenté aujourd'hui, on est plutôt à 95% et voire 100%. Encore dans le même exemple, si on veut expédier 100 000 et vous êtes bon pour seulement 80 000, mais si le 100 000 est assuré par le EDC, est-ce que ça fait une différence ou ben, la collection sera quand même faite par vous autres, quand même pour le 100 000? Alors, ouais. Effectivement. Oui. Ça ne change pas, le EDC ne change pas rien pour vous autres. Non, parce qu'en fait, c'est ça qui fait vraiment la différence entre une margination puis l'affacturage, c'est qu'on achète l'actif. C'est comme si on achetait la voiture et donc elle est à nous. Donc, on en est responsable et donc on s'occupe de la collection a priori. C'est vrai que dans les programmes invisibles, souvent les clients souhaitent aussi garder la relation avec les acheteurs. Donc, à ce moment-là, on se coordonne, mais in fine, on est quand même responsable de la collection à l'échéance des recevables. Donc, en fait, on met en place des systèmes de comptes où l'argent arrive des recevables sur ces comptes dédiés. Bon. J'ai une question c'est toujours la question qui tue. Christian, Yann, Christine, combien ça coûte? Oui. C'était certain qu'elle était pour venir, cette question-là. Là.
Oui. C'est une excellente question. Tu veux que je réponde, Christian? Tu y vas? Qu'est-ce que... Mais, écoute, je peux y aller. Les programmes, naturellement, varient, on l'a dit, en grosseur, et ça peut avoir un impact, là. C'est clair qu'un programme d'1 million et 300 millions, on n'est pas du tout dans la même, dans la même sphère de prix. Ceci dit, notre affacturage, là, ce n'est pas de la facturage là, qu'on peut libeller de dernier recours pour des entreprises qui savent plus quoi faire, là. Non, non. On travaille avec des entreprises qui ont des bilans sains. On a donc du pricing, excusez l'anglicisme, qui reflète ça. On est partout, on est comme tout le monde, notre prix va refléter notre risque. Donc, c'est clair qu'il y a deux composantes à notre risque, hein, il faut garder ça à l'esprit. On a l'acheteur, c'est notre risque pur, qui va être assuré ou non. Mais on a aussi un risque vendeur, c'est-à-dire notre client, le risque que l'acheteur ne paie pas, mais de façon légitime. Il y a une bonne raison pour laquelle il ne paie pas. À ce moment-là, il faut que notre client, le vendeur, nous rembourse, ce qu'on appelle le risque de performance. Donc, ces deux choses-là vont avoir un impact dans notre prix. Au bout du compte, le prix va souvent être près de la marge de ce qu'il va payer sur sa marge de crédit, mais ça pourrait être inférieur à la limite parce que si l'acheteur est une très, très bonne qualité, supposons ou qui est assuré par EDC, on en a parlé, le risque de défaut de ce côté-là devient très faible. Donc, cette composante-là de notre risque total diminue, ce qui peut amener en fait la tarification globale à être sous ce que le client paie pour sa marge de crédit. Alors, dans certains dossiers, puis je vous dirais ça, c'est peut-être les dossiers de moins grande envergure, il peut y avoir des frais adjacents. On a parlé de collection. Si la banque est mandatée pour collecter l'ensemble des recevables, il y a un frais d'administration qui est lié à ça. Celui-là va être un frais sur les dollars qu'on va acheter. Par contre, les disons, dossiers plus d'envergure, ceux qui sont, entre guillemets, invisibles, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire que les acheteurs ne sont pas au courant. Le client continue à faire sa propre collection. À ce moment-là, ces frais-là ont tendance à diminuer beaucoup ou même ne pas être là du tout. Ce qui fait qu'il reste juste la composante frais d'intérêt que j'ai expliqué, là, qui peut être égale ou inférieure à la marge de crédit. Dans le fond, Christian, ce que tu es en train de dire, c'est que dans certaines situations, il serait avantageux pour les entreprises d'utiliser l'excellente qualité du crédit de nos clients. Fait que plutôt que d'utiliser sa marge de crédit, où moi, je suis une PME, j'ai 10, 12, 15 millions de chiffre d'affaires, j'ai un certain niveau de risque, mais mes clients sont des grands joueurs de la distribution, des grands fabricants, de grandes sociétés mondiales avec plusieurs milliards de chiffre d'affaires qui ont des cotes de crédit excellentes. Je pourrais être avantagé d'utiliser la qualité du crédit de mes clients. C'est ça que tu es en train de nous dire là, ce midi. Hein. Ben oui, exactement. Puis même, on n'a pas parlé de facturage inversé, mais le principe de base, c'est ça. Okay. Il y a de plus en plus de fournisseurs au Québec qui se font offrir des programmes par leurs grands acheteurs, qui sont financés par une banque internationale, généralement, qui va offrir de payer immédiatement ces recevables-là, mais ça va être chargé au crédit de l'acheteur en question. Donc, si c'est un double A, notre fournisseur qui habituellement paye prime plus un quart sur sa marge se fait offrir de vendre son recevable à Libor plus 100. Okay. Donc, c'est assez win-win. Je comprends. Et à l'inverse aussi, Stéphane, ce qu'il faut prendre aussi en compte, c'est que si le portefeuille d'acheteurs est de moins bonne qualité, le fait de céder à la facturage, il y a à la fois le financement, mais la garantie des recevables. Et ça, c'est vraiment c'est une sacrée sécurité et puis ça peut se quantifier parce que ça veut dire qu'il n'y a plus de risque d'impayé. Vraiment donner du trouble à l'entreprise. Et quand on sait qu'au Canada, il y a seulement 8% des entreprises qui détiennent un contrat d'assurance crédit, ça veut dire que beaucoup sont à risque. Et ça, c'est pas souvent évalué et c'est à regarder aussi dans l'acquisition d'une entreprise. Et ces actifs-là, est-ce qu'ils sont assurés ou pas? Parce que si demain, il y a un ou deux gros acheteurs qui pètent, comme on dit, ça peut vraiment venir perturber le cash de l'entreprise parce qu'il va falloir supporter cet impayé. Donc, c'est sûr que quand on donne la garantie, ça vient se rajouter au prix, mais c'est une sacrée sécurité pour la suite des opérations. OK.
Merci Christine. Donc, vous voyez, l'affacturage, dans le fond, dans le cadre du transactionnel peut, non seulement nous aider à réduire le risque, peut nous aider à améliorer les ratios lors d'une transaction si nos ratios sont un peu serrés. Et dans certains cas, peut également, l'affacturage des consolidants peut nous aider à rapatrier l'extra cash flow disponible dans nos divisions pour permettre au fonds ou pour permettre au holding de préparer d'autres acquisitions qui probablement que les rendements sur ces acquisitions-là vont être plus intéressants que le coût du financement de l'affacturage. Donc, ces trois éléments, je pense, qui sont intéressants, qui amènent une vue différente de nos transactions à réaliser dans le futur. Là. Merci, Stéphane. S'il n'y a pas d'autres questions, on est rendu à l'heure. Oui. Merci infiniment à Christine, et Christian et à Yann. Oui, c'est des informations fort intéressantes et importantes pour nos membres au sujet, en particulier quand il s'agit de notre transaction fusion-acquisition. Et c'est un autre outil de financement dans notre boîte d'outils de financement. Puis c'est fort important qu'on les membres en sachent. Alors, merci infiniment. J'espère que la Banque nationale va faire d'autres webinaires à l'automne. On y travaille, Bram. Quelques annonces pour le Club de Montréal-Est. S'il y en a qui sont intéressés, Jocelyn Gagnon, qui est le président régional depuis 2012, il fait un super bon job. Il cherche un co-président pour lui aider avec soit les webinaires ou soit, espérons, des meetings live à l'automne ou quand ça va venir. Alors, si vous avez un intérêt, le monde des participants qui sont là, laissez-nous savoir, soit moi ou soit Jocelyn Gagnon ou Laurine. Celui-là, comme Simon a mentionné tantôt, c'est le 79e et probablement rendu le 30 juin, on va être rendu proche de 90. Alors, c'est tout pour nous autres. Le BIT continue. Il y a d'autres bénéfices pour les membres qui s'en viennent via Salesforce qui fait l'administration. En fait, c'est la plateforme qui fait l'administration de nos abonnements. Et il y a un autre portail qui s'appelle Community dont j'ai déjà parlé. Mais de toute façon, pour les transactions potentielles, pour les deals, comme vous savez, nous avons un PDF actuellement qui sort tous les 2 semaines. Et vous êtes tous invités, si vous êtes membre, de lister votre deal en 3, 4, 5 lignes avec vos infos contacts, incluant les offres de services comme vous autres ce matin, votre équipe, Stéphane. Soyez à l'aise. Mais avec Community, ça va être interactif entre les membres et c'est un autre niveau en tout cas, de bénéfices pour les membres. Et aussi, il va y avoir comment est-ce qu'on dit, un listing de tous les membres qui seront disponibles par province, par une recherche par province et par expertise. Exemple, affacturage, bridge financing, buy, sell, financement de toutes les sortes, etc., etc. Alors, si vous cherchez, comme je dis toujours, bridge financing à Vancouver, là, vous pouvez trouver l'homme ou la femme dans une entreprise qui s'en occupe. Alors, ça s'en vient d'ici l'été. On travaille là-dessus. Et d'autres choses qui s'en viennent. Le gala, les prix amenés sera toujours, c'est prévu pour le 18 novembre au Windsor, les salles de bal Windsor. C'est réservé et on est optimiste dans le moment. Alors, merci à tout le monde. À bientôt. La semaine prochaine, il va y avoir d'autres webinaires et je vous encourage d'en participer. Merci à la Banque nationale. Merci beaucoup, Bram. Merci beaucoup. Merci pour votre écoute.